Un jour, une carte au trésor apparaît, révélant les arts perdus d'un génie légendaire. Elle parlait aussi d'une arme secrète laissée derrière, et avec cette nouvelle, le Marshall World, longtemps calme, s'apprête à plonger à nouveau dans le chaos. Une forme sombre chute du ciel à une vitesse incroyable. Sa destination, un sommet solitaire, un lieu de beauté sereine, mais cette tranquillité va être brisée. Elle s'écrase sur la terre avec une force dévastatrice, soulevant un nu de poussière, et alors que la poussière se dissipe, une silhouette émerge du cratère. Dans sa main, une lame usée par d'innombrables batailles, un jeune homme entre dans la lumière, déclarant sa liberté tant attendue. Ses yeux portent une histoire de souffrance et une volonté indéfectible. Ses souvenirs perdus dans l'obscurité de la grotte. Il se concentre, sachant qu'il doit reconstituer ce qui lui a été volé. Car un désir ardent de vengeance est la seule chose qu'il n'a pas oubliée. Son esprit revient à un vieux maître, le légendaire Shonkiya, qui a donné à lui et à tant d'autres une mission impossible. Sauver le monde. Il se souvient d'être parmi une foule de visages amenés dans cette grotte. La voix de Shonkiya résonne dans son esprit, exigeant une obéissance absolue. Le maître annonça que leur entraînement éprouvant commencerait le lendemain. Tandis que d'autres montraient de la peur, le regard de notre garçon restait ferme. Il avait scellé la grotte, s'assurant que personne ne pouvait entrer ou sortir, et ainsi commença une vie de souffrance déguisée en entraînement martial. Leur première leçon n'était pas le combat, mais simplement comment respirer. Suivi d'un travail de pied si fondamental, c'était comme réapprendre à marcher. Shonkiya leur promettait un pouvoir inimaginable, un chemin vers la divinité. Ils avaient 7 ans pour maîtriser chaque technique, et à la fin, une seule porte se tenait comme leur ultime épreuve, un passage qu'ils devaient tous franchir. Et ainsi, ils entrèrent dans le véritable terrain d'entraînement. Un épais brouillard étrange emplissait l'air, mais la concentration de nos garçons resta intacte. Tout faisait partie du plan cruel et calculé du maître, un plan reposant sur l'environnement, car le brouillard n'était pas simplement de la brume, c'était de l'énergie condensée. Et de cette obscurité, un monstre horrifiant commence à prendre forme, une légion de bêtes squelettiques, leurs yeux brûlants de malice. C'était le vrai test. Une bataille pour la survie contre des odds impossibles. L'un d'eux crie l'ordre de dégainer leurs armes, mais notre garçon est déjà en avance, libérant son propre pouvoir. Les autres suivent rapidement, canalisant leur énergie dans leurs frappes. Ils affrontent la menace monstrueuse de front, sans place pour l'hésitation. Il avait maîtrisé les 3 arts fondamentaux, respiration, escrime et travail de pied. Le seul survivant d'un massacre, se tenant seul dans une caverne des morts, le dernier souffle d'un camarade a été consacré à prononcer son nom, et avec ce souvenir, son identité revient. Dan Yang-woo. Ses premiers pas de retour dans la civilisation le mènent à une ville animée. Sa destination est un grand établissement connu sous le nom de Trion Pavilion. Young-woo prend un moment, balayant du regard les visages inconnus. Jusqu'à ce qu'il tombe sur une jeune femme nommée Jo Sielian, la fille d'une famille influente, et pendant un bref instant, leurs yeux semblent se connecter à travers la salle. Mais sa présence ne passe pas inaperçue aux autres clients. Il pointe le spectacle étrange d'une épée portée sans fourreau. Jo-in, le frère de Sielian, sourit, notant la qualité impressionnante de la lame. Juste à ce moment-là, un simple bol de nouilles est posé devant Young-woo. Pour la première fois depuis des années, il s'assoit pour un repas convenable. Il soulève les nouilles, une sensation étrangère mais familière. Son plaisir sincère pousse même les autres à commander le même plat. Mais de l'autre côté de la pièce, Jo Sielian le fixe, ne pouvant expliquer l'étrange attirance pour cet étranger mystérieux. Avec le bol vide, Young-woo reconnaît silencieusement à quel point c'était délicieux. Le serveur sourit, compte d'avoir un autre client satisfait. Il demande alors poliment le paiement, annonçant le coût du repas. Mais une réalisation soudaine et brutale se dessine sur le visage de Young-woo. Après des années d'isolement, le concept de monnaie lui avait complètement échappé. Agacé, l'homme exige l'épée de Young-woo en garantie du repas. Mais son regard est étroit. C'est la seule chose qu'il ne cédera jamais. Il explique que la lame était un échange pour la vie de son dernier ami.
La patience du serveur craque. Joe Cielian s'avance, tendant une bourse d'argent. Elle propose de le payer, disant au serveur de ne pas le gronder. Le serveur est surpris par l'intervention soudaine de la jeune demoiselle. Et pour la première fois, Young-woo et Cielian se retrouvent face à face. Il est pris au dépourvu, essayant de comprendre pourquoi cette étrangère l'aiderait. Mais en regardant de plus près, elle voit une innocence dans son regard, comme un enfant découvrant le monde pour la première fois. Sans un mot, Young-woo se détourne, laissant Cielian et le serveur stupéfaits par son silence. Elle reste sans voix, incapable de comprendre son départ soudain. Et tout à coup, il est parti, sortant du pavillon. Un petit sourire curieux se dessine sur les lèvres de Cielian. Son frère se moque, le qualifiant de vagabond ingrat avec des poches vides. Il ajoute que l'homme semblait ne posséder aucune énergie interne. Mais Cielian ne peut se défaire du souvenir de sa lame incroyable. Elle craint qu'un chef-d'œuvre tel que cette lame n'attire que des ennuis sans fourreau. Ressentant un étrange sens de responsabilité, elle décide de le suivre. Pendant ce temps, Young-woo s'arrête. Il réalise qu'en se précipitant, il n'a même pas offert un mot de remerciement. À l'intérieur du Trion Pavilion, l'atmosphère est animée. Des groupes d'artistes martiaux se rassemblent, leurs conversations emplissant l'air. Joe Cielian observe que toute la ville est remplie de leurs guerriers. Son frère Jio-in ajoute que même le chef de l'Alliance a agi. Leur escorte explique que c'est parce que l'Alliance du chemin maléfique est en mouvement. L'escorte explique que c'est la réputation redoutable du chef de l'Alliance qui commande une telle loyauté. Une réputation bâtie sur la légende du génie Chaun-Kija. En 3 ans, il a transformé un vagabond de 3e zone en maître absolu. Mais ce guerrier a fini par être considéré comme un ennemi du monde et a rencontré une fin tragique. Après cet incident, Chaun-Kija a disparu sans laisser de traces. Maintenant que la famille Jio a trouvé sa carte au trésor, tout le monde martial est en émoi pour revendiquer son héritage. L'escorte rappelle à Cielian qu'ils doivent rester prudents. Il avertit que dans ce monde, l'imprévu peut survenir à tout moment. Un monde où l'imprévu est la seule certitude. Son frère, Jio-in, s'oppose immédiatement à son plan de suivre l'inconnu. Il rejette Yang-woo comme un vagabond impoli, indigne de sa bonté. Mais Cielian semble hésitante, le regard lointain. L'escorte acquiesce, ajoutant qu'il est trop dangereux de quitter le groupe avec le chef de l'Alliance en route. Face à leur inquiétude, elle reconsidère sa décision impulsive. Elle accepte à contre-cœur de rester, mettant sa curiosité de côté pour l'instant. Pendant ce temps, Dan Yang-woo marche seul dans les rues bondées, inconscient du tumulte qu'il a provoqué. Il observe un homme négocier à un étal de marché. Près de là, un musicien joue une douce mélodie pour une petite foule joyeuse. Pour Yang-woo, ce monde semble incroyablement paisible. Ses yeux se posent sur une mère et son fils achetant du tissu. Il voit la joie pure du garçon recevant un cadeau de sa mère. Une vision si étrangère qu'elle le ramène dans le passé, à une promesse faite par son ami au milieu du chaos de la grotte. Une dernière demande d'un homme conscient que son temps s'épuise. Il avait demandé à Yang-woo de retrouver sa famille s'il survivait. Yang-woo a refusé, lui disant de le faire lui-même. Son ami Harry, promettant de chercher sa famille seule. Son regard s'est durci avec détermination alors qu'il demandait à Yang-woo de survivre. Et ensemble, ils ont combattu comme un seul homme, déterminés à survivre un jour de plus. Mais dans le chaos, une nouvelle menace surgit des ombres. Yang-woo crie un avertissement alors qu'une griffe monstrueuse s'abat sur son ami. Mais il est trop tard, et une larme trace un chemin de désespoir sur son visage. Son ami s'était interposé devant l'attaque, prenant le coup fatal. Yang-woo s'effondre à ses côtés, exigeant de savoir pourquoi il a fait un tel sacrifice. Il le supplie de se lever, de tenir sa promesse de revoir sa famille. Mais avec son dernier souffle, son ami lui confie la mission qu'il n'a pas pu accomplir. Ces derniers mots sont des excuses pour l'avoir laissé derrière. Il réfléchit à la liberté qui coûte 99 autres vies, et il sait qu'il doit une dette à chacune d'elles. Une dette qu'il promet de réclamer à leur maître, Chonkijia. Sortant de ses pensées, Yang-woo s'arrête net. Il se rend compte qu'il est revenu au Trion Pavilion sans s'en apercevoir. Une pensée lui traverse l'esprit, se demande si la jeune femme bienveillante est toujours là, se rappelant qu'il ne l'a jamais remerciée. À l'intérieur,
Xielian parle de ses projets de voyage, mais sa voix semble avoir atteint Yang Wu juste dehors. Les guerriers de l'Alliance Muram sont prêts, leur visage marqué par une détermination sombre. Leur chef annonce que leur destination est à une journée de marche s'ils se donnent à fond. Et avec un rugissement uni, ils s'élancent dans la nuit, flous dans la ville. Depuis un toit voisin, Dan Yangwu les observe. Il voit Xielian parmi eux, prête à partir. Il comprend que la jeune femme bienveillante s'en va avec les guerriers. Et sans hésiter, il se lance à leur poursuite, ayant besoin de connaître leur destination. Il les suit dans la nuit, une ombre silencieuse contre le ciel étoilé. Le groupe finit par s'arrêter pour se reposer au pied de la montagne Yangsun. Une pensée glaciale frappe soudain Yangwu. Il pourrait se diriger vers l'endroit même dont il s'est échappé. Il se demande ce qu'il pourrait bien chercher dans cet endroit désolé. Pendant ce temps, les membres de l'Alliance discutent des récents mouvements de leurs ennemis. Le stratège de l'Alliance, Zhu Zhongtian, essaie de rassurer son chef. Mais le chef de l'Alliance, Dako I, ne peut se défaire d'un profond malaise. Près de là, où Xielian semble épuisé par le rythme incessant de leur voyage. Un vice-chef nommé Peng Qian propose de demander une pause en son nom. Mais son frère Zhuin intervient rapidement, disant à l'homme de la laisser tranquille. Juste à ce moment-là, un nouveau groupe émerge des ombres de la forêt. Les yeux de leur chef brillent de malice alors qu'il déclare qu'il les a enfin trouvés. Seiyo Ilgi, chef de bastion de la forêt verte, se moque de l'Alliance Muram pour s'être caché. Le chef de l'Alliance ordonne à ses hommes de préparer une embuscade. Son stratège l'informe que l'Alliance du Chemin Maléfique a rejoint leurs ennemis. Ils savent que Seiyo Ilgi n'est pas à prendre à la légère. Avec un rugissement, les forces ennemies chargent, prêtes à verser le sang. Un guerrier brise la formation de l'Alliance avec des coups brutaux. Les guerriers Muram sont pris au dépourvu par la férocité de l'attaque. Ils se déplacent tel un tourbillon de destruction, ses frappes implacables. Les membres de l'Alliance tombent, leur défense brisée en un instant. L'attaque surprise devient rapidement un massacre à sens unique. Mais alors que le chaos atteint son paroxysme, une nouvelle silhouette s'avance calmement sur le champ de bataille. Le chef de la forêt verte sourit, ayant éliminé les guerriers les plus faibles. Dako I, le chef de l'Alliance, riposte avec force. Son adversaire rit, se délectant du chaos. Les deux chefs se retrouvent enfin au centre de la clairière ensanglantée. Leurs lames s'entrechoquent avec une force qui fait trembler le sol. L'Alliance Muram continue de tomber autour d'eux. Dako I réalise avec effroi qu'ils sont en infériorité numérique. Son ennemi se moque de lui, prétendant que l'arme de Seiyo Ilgi est à lui. Ce nom attire l'attention de l'observateur silencieux dans les arbres. Dan Yangwu tire enfin sa lame, prêt à entrer dans la mêlée. Un énorme rocher est brisé par une force invisible. Alors que Dan Yangwu jaillit des arbres, descendant sur le champ de bataille, il fend l'air comme un éclair, surprenant complètement les guerriers de la forêt verte. Il atterrit parmi eux, un tourbillon de mouvements, et d'un seul coup fluide, il dégage la zone autour de lui. Son apparition soudaine laisse les guerriers de l'Alliance Muram sans voix. Même le redoutable Seiyo Ilgi ne peut que regarder, incrédule. Seiyo Ilgi regarde, le cœur battant. Son frère et les autres sont également stupéfaits par cette démonstration impossible de pouvoir. Il se tient au-dessus des tombés, sa voix perçant le silence avec une seule question. Le chef de l'Alliance est stupéfait, ne comprenant pas comment il n'a pas ressenti l'arrivée de cet homme. Il remercie Ai Yongwu pour son aide, mais doit annoncer une triste nouvelle. Leur maître, Shaon Qija, est mort il y a 10 ans. Les mots flottent dans l'air comme un coup final écrasant pour la quête de Ai Yongwu. Yan Hai Yong-woo est phải. Les fondations mêmes de sa vengeance se brisent soudainement, mais il ne peut l'accepter. Il a encore une dette à régler pour les vies de ses amis. Une aura terrifiante commence à émaner de son corps, instillant la peur dans le cœur des guerriers ennemis restants. Son pouvoir monte, alimenté par une rage qui refuse d'être niée. La vague d'énergie déferle sur le champ de bataille, paralysant tout le monde avec un sentiment de désespoir total. Il réfléchit aux années de souffrance qu'il a endurées, seulement pour découvrir que sa cible est déjà partie. Son esprit revient aux dernières supplications de ses amis tombés, qui lui avaient demandé de venger leurs morts injustes. Le chef de l'Alliance reconnaît ce pouvoir terrifiant comme l'énergie du vide. Il sait que si cela continue, cela pourrait rendre ses propres hommes fous. Mais une voix douce perce sa rage, demandant s'il va bien. C'est Zhou Xielian, son visage empreint d'inquiétude. Il se souvient de l'ami qui lui a donné cette épée, souhaitant que Yangwu survive. Le souvenir semble le ramener du bord. Son expression est séduisante. Avec sa rage apaisée, Yangwu trouve un nouveau but, retrouver la famille de son ami. Les autres guerriers poussent un soupir de soulagement alors que la pression suffocante se dissipe enfin. Le chef de l'Alliance est stupéfait, réalisant que l'énergie terrifiante du vide a disparu.
Il se demande qui est vraiment ce jeune homme mystérieux. Il se concentre entièrement sur Zhou Xiaolian. Elle lui demande doucement s'il cherche quelqu'un. Se tournant vers son compagnon plus âgé, elle explique que c'est l'homme qui les a sauvés. Elle lui demande ensuite s'il peut voyager avec eux jusqu'à ce qu'il trouve ce qu'il cherche. L'homme plus âgé réfléchit à sa demande sincère, son visage impassible. Le stratège pèse le risque, sachant qu'il est difficile de refuser leur sauveur, mais il se rappelle aussi du pouvoir terrifiant de Yang Wu. Un homme qui a à lui seul renversé le cours de la bataille est un danger imprévisible. Mais avec leurs forces épuisées, un allié de ce calibre est trop précieux à perdre. Ainsi, le chef de l'Alliance prend sa décision et accepte la demande. L'homme plus âgé s'avance, scrutant Dan Yang-gu de haut en bas. Puis, il fait une offre inattendue, un emploi dans une agence d'escorte, les autres guerriers murmurent de surprise. L'agence Anom est un endroit prestigieux et difficile d'accès. Mais Dan Yang-gu semble hésitant, ne sachant que penser de l'offre. Zhou In se moque de son hésitation, incapable de croire qu'il refuserait une telle opportunité. Mais Dan Yang-gu admet calmement qu'il n'a aucune idée de ce qu'est une agence d'escorte. Son ignorance étonne les autres. Pendant que Xiaolian explique les bases, le chef de l'Alliance commence à douter. Tous ne sont pas impressionnés par l'arrivée du nouveau venu, mais Peng Xiaoliang, lui, ne peut détacher son regard de l'incroyable épée de Yang Wu. L'aura tranchante et puissante qui en émane est indéniable. Il s'accorde à dire qu'un tel chef-d'œuvre est perdu sur un vagabond et mérite un propriétaire plus digne. Avec un sourire avide, il décide d'attendre le moment parfait pour la revendiquer. Alors qu'un nouveau jour se lève, le groupe atteint enfin leur destination, au pied de la montagne Yangsun, là où le cauchemar de Yang Wu a commencé. Le chef de l'Alliance lève les yeux, envahi par l'inquiétude. Mais Dan Yang Wu reste immobile, son expression impassible. Il comprend que cette montagne désolée était leur destination depuis le début. Le chef de l'Alliance peine à cacher son excitation, mais admet qu'il ne trouve pas l'entrée. Ses hommes fouillent les falaises, sans trouver la légendaire grotte. Ils pensent à la force, mais craignent de détruire le trésor. Un sourire complice apparaît sur les lèvres de Dan Yang-gu en écoutant leur débat. Il sait que la sortie qu'il a empruntée s'est effondrée, mais il ressent toujours l'énergie de son maître. Une faible aura sombre s'échappe des rochers, confirmant ses soupçons. Sans un mot, il se lance en avant, laissant les autres derrière. Il grimpe aisément la falaise, laissant les autres ébahis. Il atterrit sur un rebord caché, sa cape tombant autour de lui. Avec certitude, il déclare que c'est l'entrée de la grotte. Le chef de l'Alliance ne peut que regarder, demandant comment il peut connaître le chemin. La réponse de Dan Yang-gu est simple et glaçante. C'est ici qu'il a vécu. La révélation choque Yang, tandis que Peng Xiaoliang sourit, ses soupçons confirmés. L'homme rejette Yang-gu comme une bête sauvage, ce qui explique son manque de fourreau approprié. Le chef de l'Alliance organise rapidement ses forces, assignant des unités à la recherche et à la garde du périmètre. Ses hommes répondent par un salut uni, prêts à suivre son commandement. Il se tourne alors vers Dan Yang-gu, le remerciant humblement pour son aide précieuse. Il dit calmement au chef qu'il n'y a rien à l'intérieur. La seule chose qui les attend dans cette obscurité est un désespoir sanglant persistant, un endroit rempli uniquement des fantômes de son passé. Le chef de l'Alliance remarque son malaise et lui dit de laisser le reste à eux. D'un ordre, les guerriers se précipitent dans l'obscurité, laissant Yang-gu derrière. Il se rappelle que, puisque Shonkijia est mort, quoi qu'il arrive là-dedans n'est plus son problème. Mais un pas silencieux interrompt ses pensées. C'est Jio Xiaoliang, qui s'approche avec une question sur son passé. Dan Yang-gu hoche la tête, confirmant ses soupçons. Xiaoliang observe, prise dans la tension soudaine. Mais le regard de Dan Yang-gu se durcit, sa patience s'amenuisant. Peng Xiaoliang intervient, l'accusant d'être un espion pour la forêt verte. Xiaoliang rétorque, mais l'homme suggère que son acte héroïque n'était qu'une ruse. Il exige alors l'épée de Yang-gu comme signe de bonne foi. Ses yeux brillent de convoitise alors qu'il inspecte la lame de près. Bien qu'elle semble ancienne et usée, une aura puissante émane de la garde. Une énergie si tranchante et puissante, c'est sans précédent. La main de Yang-gu se resserre sur le manche, interrogeant l'audace de l'homme. Mais Peng Xiaoliang se contente de sourire, lui disant de la remettre sans faire d'histoire. Il explique que cette épée lui a été confiée par un ami décédé, et il préférerait mourir que de la donner à quiconque d'autre. Les yeux de Peng Xiaoliang se plissent avec une intention froide, un signal silencieux pour ses hommes de passer à l'action. Deux de ses subordonnés se précipitent, l'un se déplaçant pour bloquer sa retraite, pendant que l'autre avance, tentant de le piéger des deux côtés. Mais Dan Yang-gu se baisse simplement sous leur attaque coordonnée, et dans un éclat d'énergie violette, il les tranche tous les deux en même temps. Son regard reste totalement impassible face à l'échec de l'attaque.
Peng Xiaoliang ne peut que regarder, une lueur de surprise traversant son visage. Les deux hommes sont repoussés, leur attaque neutralisée. Ils tombent le long de la falaise. Peng Xiaoliang menace une dernière fois, exigeant l'épée pour éviter une correction. Mais la main de Dan Yangwu se resserre sur la garde, une énergie sombre tourbillonnant autour. Un symbole étrange brille sur son front, ses yeux s'illuminent de violet. La confrontation est interrompue par le cri furieux du chef de l'Alliance. Peng Xiaoliang se fige, pris en flagrant délit par son supérieur. Le groupe de recherche est revenu de la grotte, leurs expressions sombres et les mains vides. Le chef se tourne vers ses hommes, demandant s'ils ont trouvé ce qu'ils cherchaient. Les autres guerriers s'exclament, réalisant qu'ils parlent de l'arme secrète de Xiang Qiju. Comme leur recherche n'a rien donné, le chef de l'Alliance ordonne un retrait complet, et ses guerriers commencent leur descente. Peng Xiaoliang lance un dernier regard venimeux à Yangwu, lui disant qu'il a eu de la chance cette fois. Zhou Xiaoliang se précipite à ses côtés, inquiète. Il semble hésiter à répondre à sa question, mais son silence fait apparaître un soulagement sur son visage. Elle réalise alors qu'ils ne se sont jamais correctement présentés et offre son nom. Zhou Xiaoliang. Il rend l'appareil, révélant enfin que son nom est Dan Lai Yangwu. Pour la première fois, ils se tiennent comme des égaux, une connexion se formant entre eux. Dan Lai Yangwu se tourne alors, lui rappelant qu'ils doivent aussi se préparer à partir, et ainsi le voyage de l'Alliance Morem pour trouver l'arme secrète de Xiang Qiju prend fin. L'histoire se déplace maintenant vers la ville animée de Wuhan dans la région du Hubei, mais une rumeur a déjà commencé à circuler selon laquelle l'Alliance a réussi dans sa quête. Les spéculations vont bon train sur la nature de l'arme, mais sa véritable forme reste un secret bien gardé. Les murmures atteignent enfin le quartier général de l'Alliance Morem. À l'intérieur, un point s'abat de frustration, incapable de contenir la pression. Le chef fulmine, conscient que personne ne croit à leurs affirmations selon lesquelles l'arme n'a jamais existé. Le Conseil des Anciens l'informe que les rumeurs se sont répandues bien au-delà de la ville, englobant toute la région. Il commence à expliquer que les seules choses qu'ils ont trouvées dans la grotte de la montagne Yongsan étaient une simple boîte en bois et une lettre laissée par Xiang Qiju. Le chef de l'Alliance se souvient du moment où ils ont découvert la boîte dans la grotte désolée, avec une lettre contenant les derniers mots du génie légendaire. Mais l'écriture était cryptique. Son sens était une énigme qu'il ne pouvait pas résoudre immédiatement. Elle parlait d'une figure mystérieuse connue uniquement sous le nom d'enfant démon de sang, une personne qui tentait de plonger le monde martial entier dans le chaos. Fr. Pour contrer cette menace, Xiang Qiju a révélé avoir élevé 100 maîtres inégalés, espérant que celui qui trouverait son message les utiliserait. Fr. Et pour contrôler ces puissants guerriers, il a laissé un objet spécial dans la boîte, un dernier stratagème désespéré contre un ennemi qu'il ne pouvait affronter seul. Le chef de l'Alliance ouvre la boîte, révélant le légendaire Yin Yang Drain. Fr. Il admet que le Yin Yang Drain est surprenant, mais les affirmations sur les 100 mètres sont suspectes. Un des anciens demande s'il pense que toute la lettre était une fabrication. Mais le chef de l'Alliance soupçonne un maître manipulateur dans l'ombre. Fr. Le stratège acquiesce, expliquant qu'il a aussi ses propres soupçons. Il croit que le véritable but de la forêt verte n'était jamais l'arme, mais simplement de nuire au miroir et à l'Alliance. Le chef se souvient comment les corps ennemis ont disparu du champ de bataille, sans laisser de traces. Fr. Et maintenant, les rumeurs de leur succès se répandent comme une traînée de poudre dans la ville. Il conclut que c'est un complot délibéré pour attirer l'attention du monde martial sur eux. Les autres anciens sont stupéfaits, se demandant qui pourrait orchestrer un tel plan. Fr. Le stratège propose son premier suspect, le chef de la famille Jio, qui leur a apporté la carte. Il admet que, bien que le chef de la famille Jio ne soit probablement pas le maître, il pourrait y avoir un espion parmi eux, forçant l'Alliance à les surveiller de Fr. Même s'ils ne sont pas les principaux coupables, ils pourraient jouer un rôle dans la conspiration. Pour cela, ils ont mis en place une surveillance spéciale. Pendant ce temps, un groupe de voyageurs rentre enfin au domaine Jio. Fr. Un homme âgé les salue, soulagé de les voir arriver sains et saufs. Dan Yangwu prend en compte la vue, stupéfait par l'ampleur de la maison de la fille. L'homme âgé explique qu'il doit d'abord rendre compte au chef de la famille, mais qu'il emmènera Yangwu à l'agence d'escorte comme promis. Fr. Notre garçon observe simplement, un observateur silencieux dans ce monde inconnu de richesse et de pouvoir. Josialian s'excuse, admettant qu'elle voulait lui offrir un fourreau pour son épée. Dan Yangwu réfléchit à l'étrange obsession du monde extérieur pour les fourreaux. Fr. Il explique qu'aucun fourreau ne peut contenir l'énergie tranchante de la lame, si puissante qu'elle briserait tout étui. Il conclut qu'il n'en a pas besoin, comme prévu. Fr. Josialian baisse les yeux, gêné par son offre présomptueuse, mais sa simple excuse résonne douloureusement en lui. Il se remémore les derniers instants de son ami, qui a prononcé les mêmes mots. Un souvenir dont il ne peut s'échapper.
FR. Il ne comprend toujours pas pourquoi celui qui mourait s'est excusé. FR. À ce moment-là, l'homme âgé appelle Yang pour lui dire qu'il est temps de partir. Sans un mot, Dan Yang se tourne pour le suivre, inquiète de l'avoir contrarié. FR. Ils arrivent à l'agence d'escorte à Nam, un lieu animé même la nuit. L'homme âgé dit que le premier travail de Yang sera porteur, un simple travailleur chargé de transporter des marchandises. FR. Il appelle un autre homme, lui assignant la tâche de former le nouveau recrue. L'homme chargé de l'entraîner scrute le nouvel arrivant d'un regard sceptique. Le porteur, un homme nommé Zheng Shil, accepte avec un sourire confiant. FR. Le directeur avertit discrètement sur Yang, mais Zheng Shil l'ignore. Puis, il dit à Dan Yang d'apprendre bien de son mentor. Le regard silencieux de Yang déstabilise l'homme âgé, qui s'en va rapidement. FR. Une fois le directeur parti, le comportement amical de Zheng Shil disparaît, laissant place à un sourire menaçant. Il s'approche de Yang, annonçant qu'il est temps de commencer l'enseignement du débutant. Dan Yang donne calmement son nom, imperturbable face à l'intimidation. FR. Le porteur est agacé par le ton bref et irrespectueux de Yang. Il l'insulte sur sa carrure, sa colère grandissant face à l'absence de réaction. Il est stupéfait par la réponse simple de Yang, sa colère s'enflamme. FR. Il menace le nouvel arrivant, lui demandant s'il veut mourir dès son premier jour. Dan Yang enregistre calmement l'intense hostilité de l'homme, et son premier instinct est de se demander s'il devrait simplement le couper en morceaux. FR. Les autres porteurs regardent Zheng Shil continuer son tirade, perplexe devant l'absence de peur du nouveau, ses menaces s'intensifiant, sa voix résonnant dans la cour de l'agence. Mais l'expression de Yang reste inchangée, son esprit analysant le danger. FR. C'est un simple calcul froid pour un homme connu uniquement pour sa survie. Les yeux de Zheng Shil se posent alors sur la lame aux côtés de Yang. Il pointe, exigeant de savoir pourquoi un simple porteur porterait une épée et lui ordonne de la remettre. FR. La réponse de Dan Yang est calme, mais ses yeux sont d'acier. Une lueur dangereuse brille dans son regard, un avertissement silencieux. Le porteur se fige, ressentant une intense volonté de tuer. Il recule, bredouillant qu'il est trop tard pour continuer la leçon. FR. Yang remarque qu'un nombre inhabituel de personnes convoitent sa lame. Les autres porteurs se moquent de leur patron, effrayés par le nouveau. Humiliés, Zheng Shil leur ordonne de s'occuper de leurs affaires et d'aller se coucher. FR. La foule se disperse rapidement, laissant Yang seul dans la cour silencieuse. Le porteur flou lui dit de le suivre vers les quartiers partagés. En s'éloignant, il jette un coup d'œil en arrière, persuadé que l'épée est la seule menace du nouvel arrivant. FR. Il voit avec colère, jurant de se venger de l'humiliation subie. Plus tard, les autres porteurs dorment profondément. Mais Yang Shil se lève, l'esprit tourné vers la vengeance, et se faufile dans l'obscurité à la recherche de sa cible. FR. Il scrute la pièce, convaincu que Dan Yang dort parmi eux. Sa recherche est brusquement interrompue par une violente claque au visage. Il recule, se demandant s'il a heurté un pilier. En levant les yeux, il aperçoit une silhouette silencieuse au-dessus de lui dans l'obscurité. FR. Une vague de terreur l'envahit en réalisant que Dan Yang n'a jamais dormi. Notre garçon regarde simplement vers le bas, l'air calme et indifférent. Le porteur n'en croit pas ses yeux, se demandant si le nouveau dort debout. FR. Voyant une opportunité, il saisit l'épée pendant que sa cible est vulnérable. Mais Dan Yang a les yeux grands ouverts, un regard glaçant. Zheng Shil relâche sa prise, son bravado disparaissant. FR. Pendant une fraction de seconde, l'esprit du porteur est envahi par une vision terrifiante, se sentant comme une proie impuissante face à un prédateur, une peur primitive qui consume son âme. Il voit alors sa propre mort. FR. Mais tout cela n'était que dans sa tête, une illusion causée par sa terreur. Un simple coup de pied envoie le tyran à travers la pièce. Dan Yang circulait son énergie protectrice en dormant sur ses pieds, une habitude qu'il n'avait pas toujours eue. FR. Mais pendant ses longues années dans la grotte, il a appris à rester vigilant en mangeant, se reposant ou dormant, développant ainsi l'instinct de dormir debout, son énergie toujours en mouvement. FR. Alors qu'un nouveau jour se lève sur l'agence d'escorte, Dan Yang expire doucement. Son repos est achevé. Il regarde le porteur gémissant, se rappelant que son nom est Zheng Shil. Le tyran se réveille en panique, fixant le nouvel arrivant avec une totale incrédulité. FR. Yang observe simplement l'homme se débattre loin d'une pièce de corps inconscient. Zheng Shil réveille les autres porteurs pour le travail de la journée, mais Dan Yang est simplement confus par le concept de travail. FR. Dehors, la cour est remplie de lourdes caisses, une tâche décourageante pour tout homme normal. Mais Yang lève simplement la main et les caisses commencent à flotter dans les airs.
Il saute entre elles avec le pas qu'il a perfectionné dans la grotte, atterrissant avec une grâce impossible. FR. Chaque pas est précis et contrôlé. En quelques secondes, il se retrouve au sommet d'une tour de marchandises parfaitement empilée. Il regarde en bas, trouvant ce travail de porteur étonnamment facile. Les autres hommes restent là, stupéfaits par cette démonstration de pouvoir. FR. Dan Yangwu propose de terminer le travail lui-même. Les autres porteurs crient de panique en voyant les caisses volées. De l'entrée voisine, ils comprennent que ce nouvel arrivant n'est pas ordinaire. Leur commérage est interrompu par l'arrivée inattendue de Josie Oyan. FR. Son esprit revient à son étrange ordre d'hier, une énigme qui l'a tenu éveillé toute la nuit et l'a conduite à lui. Dan Yangwu, son travail oublié, la regarde. Elle le salue avec une familiarité nouvelle qui l'étonne. FR. Il lui dit qu'il a commencé son nouveau travail, alors qu'elle lui demande s'il s'installe bien. Elle cherche ses mots, mais Dan Yangwu répond simplement qu'il aime la paix et déteste ce qui la brise. FR. Son expression s'adoucit en écoutant son explication. Il lui dit qu'il déteste vraiment entendre un ami s'excuser. En réalisant qu'il la considère comme une amie, elle promet joyeusement de ne plus jamais le dire. FR. Mais leur moment paisible est interrompu par le bruit de chevaux. Un visage familier et indésirable apparaît, Pung Cheol-yang, qui salue Seol-yang avec un compliment pompeux. FR. Elle demande ce qui amène le jeune maître Pung à l'agence. Il répond que la Murée Alliance l'a envoyé pour du soutien. FR. Mais contrairement au simple souhait de Dan Yangwu pour une vie paisible, le monde martial était déjà entraîné dans un tourbillon de sang et de conflits. Dans une chambre sombre, un homme rapporte que leur unité d'élite de 30 guerriers a été anéantie. FR. Ils s'agenouillent honteux, admettant qu'ils n'ont même pas pu identifier l'attaquant. C'était leur unité d'avertissement céleste, une force capable de défier la Murée Alliance elle-même. Derrière un rideau, une main entourée d'énergie sombre émerge. FR. L'homme se souvient du massacre brutal et unilatéral de ces hommes, jetés comme des poupées par une puissance invisible. Et des ombres, un seul œil rouge brille, apprenant qu'ils ont tous été vaincus par une seule personne. FR. La silhouette mystérieuse se demande si Shonkiya a vraiment créé une centaine de monstres. Il sourit, impatient de voir comment ces guerriers affronteront le légendaire enfant démon de sang. Dans une chaîne de montagnes désolées, la forteresse de l'ennemi se profile sous un ciel violet. Le seul survivant est amené devant son maître. Son corps témoigne de leur défaite totale. Le leader ombragé donne un ordre glaçant, enquêter sur tous ceux qui étaient à Yongson Mountain. Il rugit de fureur, exigeant de savoir qui a osé anéantir son unité d'élite. Mais à l'agence d'escorte, la journée est trompeusement paisible. Josiel-Yung observe, une pointe d'inquiétude sur son visage. Peng Cheol-Yung lui adresse un salut suffisant, son admiration pour elle est claire. Mais son regard devient agacé en voyant un visage familier. Il ne comprend pas pourquoi Dan Yangwu est encore à ses côtés. Il se moque de voir un porteur avec une épée, lançant une menace voilée. Le cœur de Seol-Yung s'enfonce, priant en silence que Yangwu ne morde pas à l'hameçon. Mais son attention est détournée par une nouvelle arrivée, qui se moque de son salut trop formel. Elle se présente comme Pung Mi-Ri-Yung, expliquant qu'elle est venue ici par souci pour Mademoiselle Jio. À ce moment-là, un autre homme s'avance, posant une question directement à Dan Yangwu. Notre garçon confirme calmement son identité, son regard ferme. L'homme, un guerrier d'escorte nommé Yung Pyo, annonce qu'il est là pour entraîner le nouveau porteur pour une mission. Seol-Yung est déconcerté, se demandant pourquoi il est envoyé si tôt après son arrivée. Peng Cheol-Yung explique que c'est le travail, savourant en secret la chance de se débarrasser de Seol-Yung. Dan Yangwu ne comprend pas la mission, mais il fait clairement savoir que son épée n'est pas à négocier. Le guerrier d'escorte semble agacé par son ton informel, mais lui dit simplement de suivre. Peng Cheol-Yung sourit, taquinant Yangwu pour avoir manqué de respect à son supérieur. Pung Mi-Ri-Yung observe son frère, le trouvant enfantin pour un vice-leader. Mais son regard se tourne vers Dan Yangwu, qui reste complètement imperturbable face aux provocations. Alors qu'il se tourne pour partir avec l'escorte, Jio Seol-Yung l'interpelle, demandant où il va. Peng Cheol-Yung se moque, supposant que le porteur s'en va en colère. Seol-Yung ne peut que regarder, confuse par ce retournement soudain. Mais Dan Yangwu explique simplement qu'il suit des ordres pour ne pas être renvoyé. Sa réponse directe la laisse sans voix, une compréhension silencieuse passe entre eux. Et sur cela, il suit le guerrier d'escorte, la laissant derrière dans la cour. Il est révélé que tout cela faisait partie du plan du directeur de l'agence, un mouvement calculé pour occuper Yangwu. Il sait qu'il doit séparer le mystérieux porteur de Seol-Yung avant qu'il ne se rapproche. Le guerrier d'escorte semble confus par les instructions vagues du directeur. Mais l'homme plus âgé lui dit simplement qu'il comprendra une fois qu'ils se rencontreront. Yung Pyo se souvient que Dan Yangwu est socialement inadapté à cause de sa vie en montagne.
Ses yeux se posent sur la puissante lame du porteur. Avec un sourire amical, il lui demande s'il a... Dan Jung-woo répond calmement qu'il connaît la technique de l'épée à 3 pouvoirs. Le guerrier d'escorte se moque, la considérant comme un art pour débutants. Il sort sa propre lame, prêt à offrir une leçon au nouvel arrivant. Mais le regard de Dan Jung-woo reste fixe, peu impressionné par le spectacle. L'homme le défie alors de démontrer ses prétendues compétences. La réponse de Dan Jung-woo est glaçante, demandant si l'homme a l'intention de le tuer. Le guerrier d'escorte est surpris, disant qu'il voulait juste s'entraîner pour évaluer leurs compétences. Mais pour Jung-woo, tester les compétences est inconnu. Il coupe court avec une déclaration inébranlable, il est plus fort. Le guerrier d'escorte reste sans voix devant sa confiance brutale. Il en rit, ne pouvant croire qu'un nouvel arrivant puisse égaler ses années d'entraînement. Dan Jung-woo reconnaît sa confiance, mais propose de lui montrer le chemin vers la vraie force. Il fait alors signe à l'homme de s'avancer, prêt à commencer la leçon. Il hésite un instant, se demandant s'il doit retenir sa puissance. Le guerrier d'escorte ne peut que regarder, complètement déconcerté par ce geste étrange. Il admet que c'est la première fois qu'il doit calculer comment ne pas tuer quelqu'un. Il prend un moment pour traiter les nouveaux paramètres de ce combat. Avec les calculs mentaux terminés, il annonce qu'il est prêt à continuer sans force létale. Le guerrier d'escorte comprend enfin l'avertissement cryptique du directeur au sujet du nouvel arrivant. Chassant son malaise, il décide de tester les compétences du garçon par lui-même. Il abaisse sa lame avec rapidité et précision. Mais les yeux de Dan Jung-woo suivent le mouvement avec un calme troublant. Il évalue la frappe entrante, la trouvant presque risible. Sa solution pour éviter de tuer est de viser une cible non fatale, mais terriblement précise. Et en un éclair, il se déplace pour exécuter son plan. Il libère un torrent d'énergie de sa lame, créant un pilier de lumière qui jaillit du sol entre eux. Le guerrier d'escorte ne peut que regarder avec terreur, complètement submergé par l'attaque. Il est projeté en arrière, sa propre technique totalement inutile, et il s'écrase au sol, le combat terminé en un instant. Dan Jung-woo regarde en bas, son expression inchangée. Le guerrier d'escorte est vaincu, son esprit peinant à comprendre ce qui vient de se passer. Notre garçon demande alors, curieux, si la chute lui a fait mal. Jung Pyo ne peut que s'interroger sur cet art martial impossible. Dan Jung-woo explique calmement qu'il s'agit de la même technique pour débutants, appelée Even Thunder. Jung Pyo, assis dans la défaite, reconnaît la technique mais pas son pouvoir. Il comprend que ce nouvel arrivant est un maître suprême, se demandant si le directeur le savait. Mais Dan Jung-woo réaffirme simplement sa déclaration franche, la taille du guerrier d'escorte, voyant une innocence enfantine derrière cette compétence écrasante. Il décide que sa nouvelle mission est d'apprendre à cet homme puissant mais naïf à naviguer dans le monde. Tendant la main, il comprend que sa leçon ne portera pas sur les arts martiaux. Dan Jung-woo observe, ne connaissant pas ce geste. Jung Pyo explique que c'est ainsi qu'on aide quelqu'un à se relever, un acte de gentillesse. Notre garçon regarde, perplexe face à ce concept simple. Et pour la première fois, il tend la main pour aider son nouveau mentor à se relever. Ainsi commence l'entraînement de Dan Jung-woo aux manières du monde. Jung Pyo est stupéfait d'apprendre que son nouvel élève dort vraiment debout. Ses leçons vont de la lecture et de l'écriture à l'étiquette de base de la société. Mais certaines leçons sont plus difficiles à apprendre, alors que Jung Pyo essaie frénétiquement de lui enseigner la décence publique. Le guerrier d'escorte est complètement déconcerté par le manque de conscience sociale de son élève. Dan Jung-woo, cependant, reste imperturbable face à la panique de son mentor. La leçon s'intensifie quand Jung Pyo comprend ce qu'il va faire ensuite. De loin, Jo Seo-young observe le duo étrange avec une expression pensive. Pendant ce temps, l'Alliance Morem met son propre plan en marche, assignant une mission secrète. Leur cible est la famille Jo, qu'ils doivent surveiller pour toute connexion à l'attaque de la Forêt Verte. Une guerrière promet sa loyauté au commandement du leader de l'Alliance. Sa surveillance ne révèle rien de suspect, sauf pour l'entraînement chaotique de Dan Jung-woo. Son regard se tourne vers Jo Seo-young, qui observe la scène depuis un balcon au-dessus. L'espionne sourit, notant le goût inhabituel de la jeune dame pour les hommes. Mais l'expression de Seol-young trahit une véritable affection pour Dan Jung-woo. Elle ne le voit pas comme un vagabond, mais comme un vrai membre de l'agence. Sa nouvelle vie va bientôt être interrompue par un autre voyage. Le directeur de l'agence voit partir un groupe, confiant une mission importante au leader d'escorte Mayuk. L'homme, un guerrier vétéran nommé Mayuk, promet de réussir au nom de l'agence. Et avec un dernier ordre, il mène son équipe vers leur nouvelle mission d'escorte. Mais ailleurs dans la ville, un nouveau groupe de guerriers arrive avec un but. Leur présence est immédiatement remarquée par les membres de l'agence d'escorte Anom. Le tumulte attire une foule de curieux. Les guerriers d'escorte observent, le visage grave, réalisant l'importance de ces visiteurs. Un trio de guerriers d'élite annonce qu'ils sont l'unité du Dragon Montante, envoyée par la Morem Alliance.
Ils sont accueillis par Zhou Yilian, le chef de la famille Zhou. Il les accueille chez lui, les invitant à s'asseoir. Et le troisième membre est Peng Miri-young, la sœur du dragon de la lame. La famille a reconnu la réputation prestigieuse de la famille Pink dans la région. Il suggère même qu'elle ferait une belle fiancée pour son propre fils, Jo-in. Il espère que leur séjour renforcera les liens entre la jeune génération. Le dragon de l'épée le remercie poliment pour l'hospitalité. L'expression de Peng Miri-young reste indéchiffrable alors qu'elle prend une gorgée. Cette visite amicale dissimule leur véritable mission. Enquête sur le lien de la famille Zhou avec la forêt verte. Une mission que son frère semble avoir oubliée dans sa quête de Zhou Xiaolian. Pendant ce temps, Zhou Xiaolian s'entraîne. Son attention est sur la lame. Ses yeux sont remplis d'une détermination tranquille. Une guerrière à part entière. Peng Miri-young réalise que le regard de Xiaolian n'est pas pour son frère, mais pour le mystérieux porteur. Mais Peng Xiaoliang n'est pas inquiet du tout. Il est convaincu qu'avec Yung-woo parti depuis des mois, il aura tout le temps nécessaire pour conquérir son cœur. Pendant ce temps, Dan Yung-woo et son équipe d'escorte font une pause dans leur long voyage. Pour la première fois depuis longtemps, ils s'apprêtent à déguster un repas chaud et frais. Ils soulèvent la nourriture avec révérence, un plaisir simple qui lui semble encore nouveau. Le goût est une vague de joie pure et inaltérée. Il savoure le moment, un rappel du monde qu'il réintègre lentement. Son mentor, Yung Pyo, ne peut que regarder, remarquant qu'il mange avec l'intensité d'un rituel sacré. Yung Pyo explique que leur destination est Sichuan, le foyer ancestral de la puissante famille Tang. Leur client est la famille Tang de Sichuan, qui est venue les rencontrer en personne. Un aîné de la famille, Tang Oguan, les observe avec une expression sévère. À ses côtés se trouve un autre membre de la famille, un jeune nommé Tang Chulgi. Yung Pyo explique à Dan Yung-woo, qui mange encore. Il note que la famille Tang a même envoyé ses propres guerriers d'élite, un niveau de sécurité qui indique la valeur incroyable des biens qu'ils escortent. Dan Yung-woo echoed simplement. Son attention est toujours sur le simple plaisir de son repas. Un papillon se pose sur le chapeau de l'aîné, attiré par ce qu'il appelle un parfum agréable. Mais d'un geste de son doigt, il écarte l'insecte comme un nuisible. D'un mouvement désinvolte, l'aîné désintègre l'insecte dans une explosion d'énergie. Mais son regard est fixé sur le groupe de porteurs de l'autre côté. Le jeune homme remarque son attention et demande ce qui l'intrigue. L'aîné explique qu'il ressent une aura puissante et inhabituelle émanant de l'un d'eux. Son compagnon se tend immédiatement, exigeant de savoir lequel. Les yeux de l'aîné scrutent le groupe, passant sur les autres, avant de se poser sur Dan Yung-woo, qui ignore leur regard. À ce moment, le leader de l'escorte, Mayuk, arrive à cheval. Il informe l'aîné que toutes les préparations pour leur départ sont prêtes. L'aîné lève les yeux, confondant la présence puissante du leader avec l'aura qu'il aperçut. L'aîné rejette ses propres sens, supposant que l'aura puissante appartient au leader d'escorte. Le repas terminé, le leader d'escorte Mayuk donne ses ordres. Ils doivent atteindre Sichuan en moitié moins de temps, car la rapidité est le credo de l'agence. Les porteurs, intimidés, ne peuvent que transpirer face à cette échéance. Pyongpyo avertit discrètement un autre que ceux qui ne suivent pas seront laissés derrière. Puis, d'un dernier ordre, le leader d'escorte signale le départ. Dan Yung-woo trouve cet avertissement étrange, un concept qu'il peine à saisir. Pour un homme qui n'a jamais su que pousser en avant, tomber derrière n'est pas une option. Et ainsi commence leur voyage éprouvant, un flou de mouvements à travers la campagne. Les porteurs sont contraints de courir, déjà en difficulté pour suivre le rythme implacable. Pyongpyo peine à suivre, suppliant pour une pause, mais Dan Yung-woo ne comprend même pas le concept de tomber derrière. L'équipe d'escorte est poussée à ses limites, une course frénétique à travers la forêt. Ils courent de l'aube jusqu'au crépuscule, sans jamais rompre leur cadence. Même quand ils s'arrêtent enfin, Pyongpyo est surpris de voir Dan Yung-woo dormir sur ses pieds. Mais la pause est brève et bientôt les roues recommencent à tourner. Dan Yung-woo court à côté de la lourde charrette, son rythme constant. Soudain, une lance jaillit des arbres, annonçant une embuscade. Le leader d'escorte, Mayuk, l'attrape aisément, son expression se durcit. Il tient l'arme, une déclaration de guerre d'un ennemi invisible. Avec sa propre lame dégainée, il se prépare à affronter l'attaquant. Il dévie une autre lance, ses yeux scrutant les arbres à la recherche de la source. Le leader d'escorte exige de savoir qui ose les attaquer, mais une voix des bois lui renvoie la question. Un groupe de bandits sort de la forêt, leurs intentions évidentes. Leur chef déclare que c'est le territoire de la forêt verte et exige qu'ils laissent leur cargaison ou leur vie. L'aîné Tang, peu inquiet, dit à ses hommes d'observer. Pyongpyo rassure Dan Yung-woo qu'ils paieront un péage,
mais notre garçon reconnaît le nom. Mayuk jette des pièces, ordonnant aux bandits de prendre leur dû et de dégager le chemin. Mais au lieu de l'accepter, il écrase les pièces dans sa main avec une montée de pouvoir. Il rugit qu'une misère ne suffira pas, exigeant qu'il remette tout. Sans avertir, le chef des bandits s'élance dans les airs, sa tâche levée haut. Yongpyo crie une alerte à l'attaque soudaine, mais Dan Yongwoo observe déjà. Il note calmement l'intention meurtrière écrasante de l'homme. Le bandit abaisse son arme avec une force brutale sur le leader d'escorte, mais Mayuk rencontre l'attaque de front, sa propre lame levée pour défendre. L'impact envoie une onde de choc dans l'air, alors que le leader d'escorte subit toute la force du coup. Mayuk est projeté de son cheval, s'écrasant au sol en un tas. Le chef des bandits rit, se moquant de l'agence avant d'ordonner à ses hommes de les balayer tous. Et avec un rugissement unifié, les autres bandits chargent dans la mêlée. Les guerriers d'escorte paniquent, réalisant qu'ils sont en infériorité numérique. L'aîné de la famille Tang comprend qu'ils ne sont pas des voyous ordinaires et exige de savoir qui les soutient. Le chef des bandits rit seulement, déclarant fièrement leur allégeance à la forêt verte. Il charge en avant, disant au vieil homme qu'il est un honneur de tomber par sa main, mais l'expression de l'aîné devient froide, alors qu'il pointe un doigt, déplorant qu'il ne soit pas de simple voleur. Un projectile jaillit de sa main, s'écrasant dans un arbre avec une explosion d'énergie violette. Une aiguille mortelle reste plantée dans le bois. Les yeux du chef des bandits s'écarquillent. Il regarde un trou béant dans sa poitrine, incapable de comprendre la puissance d'une si petite arme. Son corps se dissout dans l'ombre alors qu'il s'effondre, vaincu en un instant. Les bandits restants ne peuvent que regarder avec terreur cette démonstration soudaine de pouvoir. L'aîné révèle ses véritables armes, les avertissant d'oser toucher à la cargaison de la famille Tang. Il déchaîne une tempête d'aiguilles mortelles, une contre-attaque furieuse. Les projectiles lumineux tombent sur les bandits sans défense. Chacun trouve sa cible avec une précision létale, découpant les derniers attaquants avec aisance. Mais juste au moment où la bataille semble terminée, un nouveau groupe émerge des arbres. Le corps d'élite des Ghosts masquants, qui ne peuvent pas reculer, reçoit un ordre glaçant de leur maître: ne laisser aucun survivant. L'expression de l'aîné Tang se durcit, conscient que le véritable combat commence. L'aîné de la famille Tang déclare que l'échec n'est pas une option. Les biens doivent atteindre leur destination. Le jeune homme rassemble ses guerriers triés sur le volet, leur ordonnant de protéger la cargaison jusqu'à la fin. Fr. Le corps des esprits de la mort charge avec un ordre brutal: ne laissez personne en vie. La clairière se transforme en un maelstrom de lames et de sang. Les guerriers escortes se battent désespérément, leurs épées s'entrechoquant contre l'assaut implacable. Fr. Mayuk observe le chaos, tandis que Dan Yongwoo reste un point calme dans la tempête. Le jeune membre de la famille Tang ordonne calmement à ses hommes de maintenir leur formation. Mais les attaquants d'élite sont trop puissants, abattant les hommes de l'agence un par un. Fr. Mayuk réalise avec fureur qu'ils ne sont pas à la hauteur face à ses maîtres, et la famille Tang n'a aucune intention d'aider. La dure réalité du combat le frappe, alors que Yongpyo reçoit un coup dévastateur. Les yeux de Dan Yongwoo se plissent, un éclat froid et dangereux dans son regard. Fr. Alors qu'un autre attaquant s'approche pour achever le travail, l'esprit de Yongwoo revient à un moment plus simple, un repas partagé avec son nouveau mentor. Avec ce souvenir, sa lame s'embrase d'une énergie éclatante. Fr. Il libère le Heaven Thunder, un pilier de puissance qui déchire le champ de bataille. Le guerrier ennemi est englouti par l'explosion, sa forme se dissolvant dans la lumière aveuglante. Le jeune membre de la famille Tang reste incrédule face à ce retournement. Fr. Les autres attaquants sont stupéfaits, se demandant si la foudre a frappé un ciel clair. Yongpyo reconnaît cette puissance, réalisant que c'est la même technique que Yongwoo a utilisée contre lui. Il crie à Yongwoo d'utiliser ce pouvoir pour sauver les autres. Fr. La réponse de Dan Yongwoo est simple. Il a sauvé Yongpyo parce que c'était lui. Son mentor lui implore désespérément de sauver les autres, les appelant tout compagnons. Mais autour d'eux, le massacre continue, les hommes de l'agence tombant un par un. Fr. Même les porteurs plaident pour leur vie, expliquant qu'ils ne sont que de simples travailleurs. Le concept de camaraderie est encore étranger à Dan Yongwoo, mais parce que son mentor a demandé, il accepte de les aider. Et avec cette simple décision, il se jette dans la mêlée. Fr. Les autres porteurs regardent, figés, alors qu'il se déplace. Ils voient un guerrier escorté sur le point d'être submergé, et en un éclair, bloque le coup fatal sans effort. Fr. L'aîné de la famille Tang observe le chaos, son expression froide et calculatrice. Les guerriers ennemis le provoquent, confiant que ses armes cachées sont inutiles contre eux. Mais une goutte de sueur trace sa joue alors qu'il se demande quelle vitesse impossible vient de passer devant lui. Fr. Seul un maître de son niveau pourrait percevoir le mouvement de Dan Yongwoo. Notre héros se retourne calmement, demandant si cela suffisait. Puis,
Il déchaîne une tempête d'éclairs sur les attaquants restants. FR. Dan Young-woo reste immobile, la bataille terminée. L'ennemi FR. Ailleurs, leur leader, Umene, questionne ses subordonnés sur leur évaluation ratée de leur cible. Son subordonné s'excuse, admettant que leur renseignement a manqué un puissant maître. Mais Umene décide qu'elle doit enquêter sur cette variable inconnue elle-même. FR. Un sourire dangereux se dessine sur ses lèvres en acceptant le défi. L'histoire se tourne vers le puissant clan Umene. Le chef, Umen Wang, découvre ce que l'équipe d'escorte protège réellement. Son subordonné confirme qu'il transporte des grenades légendaires de tonnerre. FR. Une arme créée par les descendants de la secte du tonnerre perdu depuis longtemps. Umen Wang considère les implications d'une telle arme puissante, revenant à la réalité. Il sait que 5 chariots de ces grenades pourraient suffire à rayer des régions entières de la carte. FR. Il écrase la vie d'un petit oiseau, déclarant qu'ils doivent s'emparer des grenades pour eux-mêmes. Mais son subordonné révèle qu'Umen est déjà parti avec le corps des esprits de la mort. FR. Le chef du clan rugit de fureur, exigeant de savoir où elle est allée, apprenant qu'elle est près de la montagne Pyongyang. Et à ce moment précis, Umen traverse la forêt à vive allure, un sourire confiant et dangereux sur les lèvres. Sur le champ de bataille, les conséquences sont sombres. FR. Bien que Dan Yang-woo ait gagné le combat, les pertes de l'agence sont désastreuses. Seul Mayuk, le leader escorté gravement blessé, et Young Pyo ont survécu, avec quelques porteurs tremblants de peur. FR. Le jeune membre de la famille Tang propose d'engager une nouvelle agence, mais l'aîné insiste pour honorer le contrat. Le jeune homme se demande pourquoi faire confiance à une équipe d'escorte brisée avec le pouvoir de son oncle. FR. Le jeune homme est stupéfait, félicitant son oncle pour avoir maîtrisé la technique secrète de la famille. Mais l'aîné admet qu'il n'était pas celui qui a libéré ce pouvoir et qu'il pouvait à peine le voir lui-même. Son neveu reste incrédule, exigeant de savoir qui cela pourrait être. FR. L'aîné Tang Ogwan plisse les yeux, certain de ce qu'il a vu. Il révèle que c'était le porteur silencieux avec l'épée, puis s'approche de Dan Young-woo, exigeant de savoir à quelle secte il appartient. FR. Mais Dan Young-woo ne comprend pas la question, alors l'aîné précise qu'il veut savoir où il a été formé. Son esprit revient à Shaonkeja, expliquant que le maître ne lui a rien enseigné, mais l'a simplement jeté, lui et les autres, dans un enfer vivant. FR. Il déclare que ses arts martiaux lui appartiennent, forgés dans le creuset de combat à mort. Le simple déni de Dan Young-woo laisse l'aîné complètement sans voix. Le vieil homme explose d'incrédulité, incapable d'accepter qu'un tel pouvoir n'ait pas d'origine. FR. Le jeune membre de la Tang panique et réprimande Yang-woo pour son mépris. Young Pyo intervient rapidement, tentant d'apaiser la situation avec une explication désespérée. L'aîné réalise qu'ils ont besoin de la force arrogante du garçon pour la mission. FR. Il remarque également que Yang-woo semble écouter son mentor, lui donnant une idée. Il se tourne vers Young Pyo, lui offrant un compliment inattendu qui laisse le guerrier escorté confus. L'aîné le promeut ensuite au rang de leader de l'escorte, un mouvement destiné à garder Yang-woo sous contrôle. FR. Young Pyo est complètement stupéfait par le poids soudain du commandement. Mais le blessé Mayuk confirme l'ordre, lui confiant la mission pendant qu'il va chercher de l'aide. Les autres porteurs se tournent vers Young Pyo, leur nouveau leader inattendu. FR. Il ressent une pression immense, conscient qu'il doit assumer la responsabilité de la mission. Rassemblant son courage, il accepte le commandement, promettant de les conduire à Sichuan en sécurité. L'aîné leur dit de se reposer et de partir le matin. FR. Mais le jeune Tang est encore sous le choc de la conclusion inattendue de la bataille. Il a du mal à accepter que le porteur silencieux soit un maître suprême du Heaven Thunder. Dan Yang-woo observe, impassible face à ce changement de commandement. FR. Leur voyage continue avec Young Pyo à la tête. Pendant ce temps, le blessé Mayuk chevauche rapidement vers l'agence pour demander de l'aide, conscient qu'ils seront submergés sans renfort, même avec Yang-woo. FR. Mais sa course désespérée est interrompue par une réalisation glaciale. Il sent une force se diriger vers l'agence, une course qu'il sait perdre. Dans l'ombre, un nouvel ennemi observe, une arme mortelle dans son œil. FR. Une lame enchaînée fend l'air et le fait tomber de son cheval avec brutalité. Il s'écrase au sol, échouant dans sa mission d'obtenir de l'aide. L'arme se retire dans l'obscurité, son œuvre achevée. FR. Et des arbres, une unité d'assassins masqués descend sur la scène. Les Ghosts masquants, une unité d'élite d'assassinat servant le légendaire enfant démon du sang. Leur leader confirme que le messager a été réduit au silence. FR. Et avec cela, ils se tournent vers leur véritable cible, le domaine de la famille Zhou. À l'intérieur, 2 hommes travaillent tard dans la nuit. Le plus jeune insiste pour finir, refusant de procrastiner, mais l'attention de l'homme plus âgé change soudainement. FR.
Sa main se fige, l'encre goûtant de son pinceau. Il perçoit une présence hostile approchant du domaine. En un instant, la nuit FR, un garde s'effondre. Son dernier souffle pose une question à ses tueurs invisibles. Un cri désespéré résonne, annonçant une embuscade. L'homme plus âgé, avec une expression sombre, semble s'y attendre. Les assassins chargent. Leur chef donne l'ordre brutal de ne laisser personne en vie. Le chef de la famille Joe s'exclame, exigeant de savoir qui ose attaquer chez lui. Mais son capitaine le retient, lui demandant de se calmer. Le chef de famille, abasourdi, se demande pourquoi. Le capitaine explique que l'intention meurtrière qu'il ressent est trop puissante pour lui seul. Dehors, les gardes du domaine tombent dans un massacre brutal et unilatéral. Le capitaine insiste sur le fait que le chef de famille a un endroit plus important où être. Sur ce, il se retourne et se précipite vers le bâtiment principal. Il entre dans une pièce, surprenant Josiolion. Il lui dit de partir immédiatement et de se préparer à une fuite rapide. Elle est stupéfaite par le chaos, demandant ce qu'il adviendra de son père. Dehors, la nuit est remplie des cris désespérés des mourants. Les Ghost Masks en abattent quiconque se trouve sur leur chemin. Leur chef donne alors un nouvel ordre, détruire l'agence d'Escortanum aussi. Pendant ce temps, le capitaine mène une fuite désespérée à cheval, s'échappant dans la nuit avec Josiolion et quelques gardes loyaux. Derrière eux, le grand domaine est consumé par un incendie déchaîné. Elle se retourne avec horreur, réalisant que les flammes se sont propagées à l'agence voisine. Le capitaine l'exhorte à avancer, lui disant qu'ils ne peuvent pas s'arrêter maintenant. Mais elle argue que son père est toujours là-bas, bien qu'il lui rappelle la force de cet homme. Il est Josiolion, la lance de Tanum, prêt à défendre son foyer. Il manie son arme légendaire avec une force incroyable, libérant une onde de choc qui déchire le domaine, un homme dont la réputation de guerrier sans égal est bien méritée. Les Ghost Masks en reconnaissent leur cible, le chef de la famille Joe, mais Josiolion fait face à leur assaut avec une détermination furieuse. Il se dresse comme une armée à lui seul contre le flot d'assassins. Le capitaine rappelle aux autres que ce sacrifice est pour leur bien. Son frère acquiesce, disant à Josiolion qu'ils doivent avoir foi en la force de leur père. Mais lorsque le capitaine demande de l'aide à l'unité Dragon Montant, il refuse froidement, les abandonnant à leur sort. Josiolion est laissé dans un choc incrédule par leur trahison impitoyable, mais Pung Miri-Young leur rappelle l'habileté des assassins, insistant pour qu'ils rapportent cela à l'Alliance. Son frère acquiesce, mais craint qu'il ne soit traqué avant de pouvoir obtenir de l'aide. Mais le regard de Josiolion se durcit, réalisant qu'il n'y a qu'une seule personne sur qui elle peut vraiment compter. Son esprit se rappelle la puissance écrasante du porteur qui les a sauvés à Yungson Mountain. Le capitaine prend une décision, leur disant qu'ils trouveront un autre moyen de survivre. Il souhaite bonne chance aux autres en se séparant. Puis, il se tourne vers Josiolion et lui dit qu'ils doivent aller au Sichuan pour retrouver l'équipe d'escorte. Elle acquiesce à travers ses larmes, mettant toute sa foi en Dan Jung-woo, priant que son père puisse tenir jusqu'à son retour avec de l'aide. De retour au domaine, les Ghost Masks en se tiennent au-dessus des corps des défunts. La main de Josiolion se resserre sur sa lance. Ses vêtements sont tachés de sang. Il exige de savoir qui ils sont et pourquoi ils ont détruit sa famille. Les assassins restent silencieux tandis qu'une silhouette ombreuse émerge. Le chef se moque de lui, affirmant qu'il n'a pas l'intention de répondre à un homme mort. Avec un rugissement furieux, le chef de famille exige que le lâche montre son visage. La silhouette ombreuse riposte avec une attaque dévastatrice, mais il est stupéfait de voir son adversaire toujours debout. Josiolion lève les yeux, une lueur de reconnaissance alors qu'il prononce un nom familier. Mais l'assassin déclare froidement qu'il a depuis longtemps abandonné ce nom. Une silhouette ombreuse se tient au milieu des ruines, riant de la pile de cendres qui était autrefois le domaine de la famille Joe. Son subordonné rapporte que les assassins poursuivent maintenant le dernier de la lignée de la famille. Mais l'homme ne comprend toujours pas la raison de cette attaque. Il se demande pourquoi l'enfant démon de sang légendaire ciblerait cette famille spécifique. L'œil rouge du maître brille alors qu'il demande si l'homme connaît sa relation avec Shonkija. Le subordonné confirme qu'il les connaissait comme des rivaux amers de longue date. L'enfant démon de sang explique qu'il est le seul survivant de cette rivalité. Il révèle que ce domaine était le premier endroit où Shonkija prévoyait de former les 100 maîtres destinés à l'arrêter. Et donc, c'était l'endroit naturel pour commencer à détruire le grand dessein de son ennemi. Il donne un dernier ordre glaçant. Aucun membre de la lignée de la famille Joe ne peut s'échapper. Pendant ce temps, les survivants galopent à toute vitesse dans la nuit, une fuite désespérée pour leur vie. Le capitaine réalise que leur poursuivant se rapproche, à 2 doigts d'atteindre l'équipe d'escorte. Mais Joe Illien est à bout. Son corps le lâche, et il devient une cible facile pour les assassins dans l'obscurité. Le capitaine crie en arrière, l'exhortant à tenir encore un peu. Mais Joe Illien leur dit d'avancer.
Il privilégie l'évasion de sa sœur à la sienne. Alors que le capitaine refuse, une lame enchaînée fend l'air. Zhou Yilian sait qu'il est le maillon. En un instant, l'arme atteint sa cible, mettant fin à son combat désespéré. Le capitaine et Xiolian regardent avec horreur son frère tomber, frappé de son cheval. Son dernier acte est un sacrifice pour sa sœur. Un cri désespéré déchire la gorge de Xiolian, son monde s'effondrant autour d'elle. Mais les assassins ne s'arrêtent pas. Leur poursuite implacable continue sans pause. L'un d'eux bondit en avant. Sa lame vise directement le dernier héritier de la famille Zhou. Le coup l'a fait chanceler. Dans le chaos, son fidèle capitaine est abattu. Les Ghost Masks en triomphent. Leur mission touche à sa fin. Avec son dernier souffle, le capitaine appelle son nom, déplorant son échec à protéger la seule personne qu'il avait juré de garder en sécurité. Xiolian s'agenouille dans le désespoir, réalisant que son père et son frère sont tous deux partis. Le chef assassin se moque d'elle, admettant qu'elle était douée pour fuir. Mais il lève sa lame, annonçant que sa fuite prend fin. Les larmes aux yeux, elle implore quiconque de la sauver. Un cri désespéré pour vivre. Juste au moment où la lame tombe, un éclat de foudre bleu jaillit de l'obscurité. L'arme de l'assassin se brise instantanément sous la force invisible. Xiolian lève les yeux, une lueur d'espoir dans ses yeux en larmes. À travers la tempête d'énergie, une silhouette familière apparaît, Dan Yongwu, arrivé juste à temps. Son regard est fixe et froid alors qu'il confirme qu'il a entendu son appel. Et pour la première fois depuis le début de l'attaque, elle ressent une vague de soulagement l'envahir. De retour avec l'équipe d'escorte, leur voyage continue à travers la forêt sombre. Mais Dan Yongwu esserit sedament. Sa posture est rigide et alerte. Son cri désespéré d'aide résonne dans son esprit, atteignant à travers la distance impossible. Yung Pyo remarque son angoisse, demandant ce qui pourrait bien aller mal. Mais Yongwu lui dit simplement qu'il sera de retour dans un instant. Son mentor regarde, confus, alors qu'il s'apprête à partir. Avec un cri désespéré de son nom, Dan Yongwu disparaît dans la nuit. De retour au présent, il confirme qu'il a bien entendu sa voix l'appelant à l'aide. L'assassin lève sa lame, prêt à mettre fin à la dernière lignée de la famille Zhou. Son dernier cri désespéré résonne dans la nuit, une prière pour être sauvé. Et une tempête d'énergie bleue crépitante répond à son appel, brisant la lame de l'assassin avant qu'elle ne puisse atteindre sa cible. Une silhouette solitaire émerge du chaos, un protecteur silencieux. Dan Yongwu se tient devant elle, son regard froid et fixe. Il confirme avoir entendu son appel à travers la distance. Un seul nom s'échappe de ses lèvres, mélange d'incrédulité et d'espoir. Il se dresse maintenant entre elle et les assassins. Les Ghost Masks en restent figés, stupéfaits par son arrivée. Avec son dernier souffle, son loyal capitaine lui confie sa sécurité. Dan Yongwu acquiesce silencieusement au dernier vœu de l'homme. Le dernier souffle du capitaine est une acceptation tranquille, sachant qu'elle est enfin en sécurité. Mais le chef des assassins ricane et ordonne de tuer le nouvel arrivant. Yongwu pose une main douce sur la tête de Xiliang, une vague de chaleur l'envahit. La terreur et l'épuisement de la nuit s'évaporent. Il lui dit d'essuyer ses larmes, et promettant de finir vite, il se tourne vers l'ennemi. Il s'élève dans les airs, un flou mortel. Il traverse leur formation, tempête de vitesse et de précision. Les assassins ne peuvent que crier, submergés par un art martial qu'ils n'ont jamais vu. Il atterrit en position basse, la dernière lueur de son épée s'éteignant. Josio Yang regarde, réalisant que près de 20 assassins d'élite ont été éliminés en un instant. Elle se demande si elle avait ne serait-ce qu'une fraction de sa force. Si elle avait pu protéger sa famille de cette tragédie. Dan Yongwu pose une main sur une pierre, marquant une tombe temporaire pour son capitaine tombé. Il fait une promesse silencieuse de revenir pour donner à l'homme loyal une sépulture digne. N'ayant plus personne, Xiliang lui demande ce qu'elle doit faire maintenant. Son père et son frère sont partis, elle est complètement seule. Mais ce mot résonne profondément en Dan Yongwu, car lui aussi sait ce que c'est de survivre à un enfer vivant tout seul. Il se souvient qu'elle a été la première à tendre la main dans ce monde étrange. Il lui offre alors la seule chose qu'il s'est donnée, la volonté de vivre. Il lui dit de vivre avec gratitude pour les défunts et de faire ce qu'elle veut. La question reste en suspens, un concept qu'elle n'a jamais eu à considérer. Mais avec une nouvelle détermination, elle déclare vouloir rejoindre la mission d'escorte. Dan Yongwu prend sa main, acceptant silencieusement sa décision. Il lui dit de s'accrocher, un petit sourire aux lèvres. Elle reste confuse, une larme sur la joue. Et en un instant, il bondit, les lançant tous deux dans le ciel. Elle reste bouche bée alors qu'il s'élève, laissant sa vieille vie derrière. Elle réalise que c'est plus qu'une simple technique. C'est comme voler à travers les nuages. Et dans le souffle du vent,
ses dernières larmes sont enfin emportées. Son geste silencieux apporte plus de réconfort que n'importe quel mot. Elle admire son pouvoir incroyable, une compétence. Il a réduit en cendres les assassins qui ont submergé sa famille. Elle doit demander comment il est devenu si fort, bien qu'il ne soit pas si différent en âge. La réponse de Dan Yanggu est simple. C'est ce qui arrive quand on se bat pour sa vie. Une question flotte dans l'air, elle se demande contre qui il a pu se battre. Sa réponse est un mot glaçant, démon. Elle demande s'il parle de monstre, et il confirme que c'est une façon de le voir. Elle lui demande de lui en dire plus sur son histoire, sur les démons qu'il a combattus. Le regard de Dan Yanggu se perd dans les souvenirs de cet enfer. Il explique que pour raconter cette histoire, il devrait revivre les batailles sans fin contre des ennemis monstrueux. Il devrait revivre les souvenirs de ses 99 amis tombés, tout cela pour atteindre l'homme responsable de leur souffrance, leur maître, Shaon Keja. Mais comme le maître est déjà mort, sa quête de vengeance a pris fin de manière amère. Il promet de lui raconter l'histoire complète une autre fois, mettant le passé de côté pour l'instant. Et avec un dernier saut gracieux, ils atterrissent au camp de l'équipe d'escorte. Xiao Yang est stupéfaite lorsqu'un visage familier accourt pour les saluer. Yang Pio reste là, incrédule, se demandant pourquoi la jeune demoiselle est apparue. Il révèle qu'il ne croit pas que Shaon Keja soit mort. Xiao Yang écoute, stupéfaite par cette affirmation impossible. Elle demande s'il croit vraiment que l'homme responsable de sa souffrance est toujours en vie, mais leur conversation est interrompue alors qu'ils atterrissent enfin au camp. Une voix familière appelle son nom dans la panique. Yang Pio se précipite en avant, son visage marqué par la confusion et l'inquiétude. Il reste sans voix lorsqu'elle annonce que la famille Jio et l'agent sont disparus. Les autres porteurs commencent à désespérer, réalisant qu'ils viennent de perdre leurs emplois et leurs foyers. Xiao Yang s'excuse d'apporter cette terrible nouvelle en plein voyage. Mais Yang Pio balaie son excuse, sachant qu'elle est celle qui souffre le plus. Il sait que le moral de l'équipe a été brisé par cette nouvelle, et qu'il doit trouver un moyen astucieux de les rassembler pour le voyage à venir. Il essaie d'inspirer les hommes, leur rappelant le gros paiement qui les attend à la fin de cette mission. Un paiement qui pourrait même les aider à reconstruire leur agence avec elle comme nouvelle leader. Ces mots semblent l'atteindre, perçant sa tristesse un instant. Elle trouve une nouvelle détermination, réalisant son devoir envers les survivants de sa famille, y compris de devenir assez forte pour venger ses proches. Dan Yanggu demande alors s'il est temps de partir. Et avec leurs esprits relevés, Yang Pio donne l'ordre de reprendre l'escorte. L'aîné de la famille Tang les regarde partir, disant à son neveu d'ignorer la fille et de se concentrer sur la mission. L'aîné admet avoir été choqué lorsque Yanggu a disparu, mais son pouvoir est trop précieux pour être perdu. Ainsi, l'équipe maintient son rythme implacable avec 2 nouveaux membres. L'esprit de Xiao Yang s'emballe en essayant de comprendre son histoire de combat contre des monstres. Elle peine à imaginer l'enfer qu'il a enduré pour devenir si fort. Elle se tourne vers lui, lui demandant de préciser ce qu'il a dit plus tôt. Elle doit savoir si le maître légendaire, Shaon Keja, est vraiment mort, comme l'histoire officielle le dit depuis 10 ans. L'espoir de Dan Yanggu s'éteint, réalisant que sa quête de vengeance est finie. Mais Yang Pio intervient, affirmant qu'il ne croit pas à l'histoire officielle, surprenant totalement Xiao Yang et Dan Yanggu. Les yeux de Dan Yanggu se plissent, une lueur d'espoir alors qu'il demande une confirmation. Yang Pio explique que les rumeurs de sa mort sont trop suspectes, sans origine claire. C'est comme si quelqu'un avait délibérément répandu le mensonge dans tout le monde martial. Xiao Yang se demande qui pourrait bien être derrière une telle tromperie. Il propose une théorie glaçante. Le maître voulait échapper à l'attention du monde. Et donc, il a feint sa propre mort. Elle ne peut croire que le génie légendaire aurait répandu la nouvelle de sa propre disparition. Dan Yanggu se souvient que tout cela s'est passé il y a 10 ans. Mais l'aîné de la famille Tang les interrompt en ordonnant de s'arrêter et s'excuse auprès d'une personne invisible pour les problèmes causés. Un homme explique que leur char est tombé en panne, une roue s'étant détachée. Il demande si l'équipe d'escorte accepterait de prendre sa dame avec eux. Mais l'aîné de la famille Tang reconnaît le blason sur le char comme appartenant au clan humain. Il devient immédiatement suspicieux, sachant qu'une telle coïncidence est très peu probable. Mais alors qu'il s'apprête à refuser, la porte du char s'ouvre, une femme en sort, se présentant comme Humain Tai, la fille du chef du clan. Les autres porteurs sont immédiatement captivés par son apparence éblouissante. Mais Dan Yanggu reste complètement impassible face à ce tumulte soudain. Humain Tai s'avance, ses mouvements gracieux et délibérés. Et d'un saut sans effort, elle atterrit devant eux, prête à faire sa demande. Elle se déplace avec une grâce presque sans poids. Sa beauté est si captivante qu'elle laisse toute l'équipe d'escorte sous le charme. Même l'aîné de la famille Tang est momentanément stupéfait par son apparition. Elle descend comme un papillon,
atterrissant doucement devant les hommes émerveillés. Et sans un mot, elle s'installe directement sur la précieuse cargaison. Elle se met à l'aise, un sourire subtil et complice sur les lèvres. Mais Dan Yang-woo est le seul à rester impassible. L'aîné, flatté, cède vite et accepte de l'emmener jusqu'à la prochaine ville. Son neveu reste là, incrédule, réalisant que même son oncle est tombé sous son charme. Elle offre un sourire désarmant, les remerciant pour leur gentillesse. Yong-pyu et les autres balbutient, captivés par sa présence. L'aîné Tang tente de s'opposer, suggérant qu'elle prenne un wagon plus confortable. Mais elle insiste pour rester, affirmant qu'elle est celle qui a besoin de leur aide. Elle s'installe à côté de Dan Yang-woo, qui reste le seul complètement indifférent. L'aîné cède, décidant que la cargaison est en sécurité tant que ce porteur la garde. Et sur cela, il ordonne à l'équipe d'escorte de partir. Un sourire complice se dessine sur les lèvres d'Humaine Ai alors qu'ils avancent. Elle donne discrètement des instructions à ses suiveurs pour communiquer par transmission sonore. Son subordonné confirme leurs infos. L'équipe d'escorte n'a qu'un vrai guerrier et 30 porteurs. Ses yeux scrutent le groupe, confirmant que l'aîné Tang est le seul vrai maître parmi eux. Les autres porteurs sont complètement épris, incapables même de la regarder. Et elle sait qu'avec une protection si faible, 5 charrettes de grenades tonnerre sont prêtes à être prises. Une arme légendaire créée par le Long Lost secte du tonnerre. Un pouvoir qui a autrefois permis à la secte de croître à des sommets incroyables. Mais ironiquement, ce même pouvoir a causé leur chute. Après des siècles d'absence, les grenades ont mystérieusement refait surface. Elle pensait qu'elles avaient anéanti son noyau spirituel de mort, mais n'a trouvé aucune preuve. Ce qui laisse une seule question brûlante. Qui aurait pu anéantir son unité d'élite? Son regard se tourne alors. Une question silencieuse dirigée vers l'homme à ses côtés. Elle remarque qu'il est habillé comme un porteur, mais porte une épée sans aucune compétence apparente. Il semble complètement ordinaire, pourtant elle ne peut pas détourner le regard, puis une réalisation choquante lui vient. Depuis son arrivée, le porteur ne lui a pas jeté un seul coup d'œil. Elle ne comprend pas comment un homme peut être si immunisé à ses charmes. Frustrée, elle décide d'appeler le mystérieux porteur. Dan Yang-woo se tourne, mais seulement parce qu'il était celui qui était interpellé. Mais son regard simple et direct lui envoie une étrange sensation, un sentiment qu'elle reconnaît comme une humiliation pure l'envahit. Elle jure que d'une manière ou d'une autre, elle fera plier Dan Yang-woo devant elle. Alors que la nuit tombe, les porteurs épuisés obtiennent enfin un moment de repos. Mais Dan Yang-woo se tient à l'écart des autres, une silhouette silencieuse dans les bois. Il est approché par Jio Seol-yang, qui porte un bol de soupe chaud. Elle le trouve dans l'obscurité silencieuse, une simple offrande dans ses mains. Mais leur moment est brisé par l'arrivée soudaine et intrusive d'Humaine Ai. Elle attrape Dan Yang-woo, l'entraînant hors du camp dans un flou de mouvements. Elle murmure un défi, lui disant de la suivre dans la forêt s'il veut des réponses. Puis, avec une dernière provocation, elle s'élance, le défiant de la rattraper. Elle est convaincue de pouvoir l'attirer avec la promesse des arts martiaux de son clan. Elle espère que sa vitesse incroyable suffira à briser sa confiance stoïque. Elle lui dit de ne pas la décevoir avant de disparaître dans les arbres. Mais à l'instant suivant, il l'attend déjà. Son expression reste inchangée, son regard fixe. Humaine Ai ne peut que le regarder, incrédule face à sa vitesse impossible. Au camp, le tumulte soudain ne passe pas inaperçu. Yang Piou reconnaît la voix de la jeune dame et appelle les autres à le suivre. Jio Seol-yang, inquiète, ne peut que regarder, tandis que Dan Yang-woo reste impassible face à la surprise de la femme. Elle sait que ses compétences sont parmi les meilleures de son clan, se demandant qui est vraiment ce mystérieux porteur. Il va droit au but, exigeant de connaître l'emplacement de Xiankiji avant que sa soupe ne refroidisse. Elle est déconcertée, admettant qu'elle n'a aucune idée de l'endroit où se trouve le maître légendaire. Et elle est complètement perplexe par sa fixation étrange sur un bol de soupe, un repas que Jio Seol-yang venait juste de lui apporter au camp. Sans réponse, Dan Yang-woo se tourne pour partir, mais elle tente désespérément de l'arrêter. Leur confrontation est interrompue par ses gardes furieux, qui l'accusent d'avoir blessé leur dame et menacent de le tuer pour ce manque de respect. Mais la femme crie rapidement pour qu'il se calme, sachant que c'est un combat qu'ils ne peuvent pas gagner. Le regard de Dan Yang-woo devient froid, un avertissement silencieux pour les gardes trop zélés. En un instant, ils sont figés sur place, paralysés par une force invisible. Mais au moment où le jeune Pyo arrive, Dan Yang-woo est introuvable. Humaine Ai reste sans voix, réalisant que son mouvement n'était pas une technique. Il a simplement disparu. Dans un flou de mouvement, il est déjà de retour au camp, réapparaissant devant une Jio Seol-yang très surprise. Ses yeux s'écarquillent en tentant de comprendre son retour impossible. Elle regarde ses mains et réalise que le bol de soupe a disparu.
Dan Yang-woo savoure déjà le repas qui l'inquiétait. Il remarque calmement que la soupe est encore chaude, laissant Seol-yang perplexe. Quand elle demande ce qu'est devenue la femme, Seol-yang ne peut s'empêcher de dire à quel point Lady Humain est belle. Son bégaiement confirme qu'elle peut charmer n'importe quel homme. Elle se tourne ensuite vers Dan Yang-woo pour connaître son avis. Leurs regards se croisent. Son expression est indéchiffrable alors qu'il réfléchit. Ses yeux brillent d'anticipation, attendant sa réponse. Mais il est brutalement honnête. Elle n'est pas aussi jolie que l'autre femme et il n'aime pas les belles femmes de toute façon. Seol-yang est déconcerté par sa logique. Il dit que, selon son expérience, la tentation d'une belle femme mène à la mort. Pendant ce temps, Humain a rejoint ses hommes, son esprit fixé sur le porteur. Elle est certaine qu'il est le maître qui a anéanti son noyau d'esprit de mort, mais décide de l'observer pour l'instant. Humain se demande quel genre d'homme est vraiment Dan Yang-woo. Avant qu'il ne s'en rende compte, le long voyage de l'agence d'escorte touche presque à sa fin à Sichuan. Mais Seol-yang ne peut s'empêcher de penser à son étrange avertissement, se demandant quel genre de vie il a eu. À ce moment-là, Yang Pyo s'approche d'elle et lui conseille d'être prudente, sentant une tension étrange dans l'air. Une tension qui grandit alors qu'ils avancent. Le danger ressenti par Yang Pyo est réel, et les membres de la famille Tang le sentent encore plus. Ils arriveront demain, mais une menace reste. Le groupe du Serpent Noir, qui a rapidement gagné en puissance ces 10 dernières années, représente la seule menace réelle pour la famille Tang. Maintenant, l'équipe d'escorte s'engage sur leur territoire. L'aîné Tang commence à transpirer, craignant la présence d'un traître parmi eux. Seol-yang transmet un avertissement de Yang Pyo, mais Dan Yang-woo ajoute calmement que le nombre d'embuscades est d'environ 100. Elle peut seulement rester bouche bée, tandis que l'intérêt d'Humain est clairement piqué. Humain Haï trouve presque incroyable sa capacité à sentir leur nombre exact. Juste à ce moment-là, une volée de projectiles tombe du ciel. Et une horde de guerriers descend des arbres, leurs lames prêtes pour un massacre. Dan Yang-woo note calmement que ce n'est que la première vague d'environ 50 hommes. L'aîné de la famille Tang lui ordonne de rester en arrière et de garder la cargaison, écartant les attaquants comme des petits poissons. Il se lance dans la mêlée, entouré d'un tourbillon de sa propre énergie puissante. Et il déclare qu'il est plus que suffisant pour les gérer. Yang Pyo se tourne vers Dan Yang-woo pour connaître son avis sur le combat. Calmement, notre garçon prédit que le vieil homme gagnera sans peine. Comme prévu, les guerriers de la salle du Serpent Noir tombent avec brutalité. Malgré leur réputation, ils ne font pas le poids face à la puissance de la famille Tang. Le jeune Tang fend l'ennemi, tel un tourbillon de frappes mortelles. De son perchoir sur la charrette, Humain Haï observe la bataille à sens unique. Elle commence à se demander si elle a sous-estimé le véritable pouvoir de la famille Tang. Son subordonné confirme que leurs 50 hommes ont été traités bien trop facilement. Il avertit qu'avec leur propre renfort, la victoire est impossible. Les yeux d'Humain Haï se plissent, réalisant qu'un retrait stratégique est leur seule option. Elle se demande comment le signaler discrètement, mais une voix douce interrompt ses pensées, lui disant qu'il ne les arrêtera pas. Son subordonné est stupéfait, se demandant ce qu'il vient d'entendre. Une réalisation glaciale l'envahit, le porteur écoutait leur transmission. Dan Yang-woo répète calmement que s'ils veulent partir, il ne les en empêchera pas. Le subordonné reste figé. Son esprit tourne avec cette prouesse impossible. Humain Haï est également stupéfaite, réalisant qu'il a écouté leur conversation privée tout au long. Mais l'expression de Dan Yang-woo reste complètement impassible face à leur choc, un exploit qui devrait être totalement impossible pour tout artiste martial. Il offre alors un simple avertissement glaçant, « Retirez-vous maintenant, ou il les tuera tous ». Elle réalise avec une sueur froide que sa menace est absolument réelle. Elle donne donc discrètement l'ordre à son subordonné de signaler un retrait complet. L'homme acquiesce à son ordre et disparaît rapidement dans les arbres. Humain Haï se retourne avec un sourire ironique, le remerciant d'avoir épargné ses hommes. Mais Dan Yang-woo avait ses raisons. Ce n'était pas la présence de ces guerriers cachés qui l'inquiétait, mais plutôt la puissance écrasante qu'il ressentait de l'autre côté. La famille Tang avait éliminé la salle du Serpent Noir presque sans effort. Mais dans l'ombre, un nouvel observateur note que l'avant-garde a été éliminée. Il révèle que la première attaque n'était qu'un appât, et la véritable embuscade commencera lorsque leur garde sera baissée. La véritable force d'embuscade, le Red Moon Corps, attend dans l'ombre, leurs yeux brillants, prêts à frapper. Tout se déroule exactement comme prévu. Avec l'attention de Dan Yang-woo ailleurs, les guerriers d'Humain font leur évasion. Mais même avec leur départ, Dan Yang-woo sent que l'intention meurtrière dans l'air ne fait que croître, une sensation palpable et désagréable qui plane sur la forêt. Avec la menace disparue, l'aîné de la famille Tang décide de camper pour la nuit.
Yang Pyo propose que Jio Seol-yang reste avec Humain Aya pour son confort, mais elle refuse, ne voulant pas de traitement spécial pendant que les autres souffrent. Elle admet qu'il y a une autre raison à sa décision. La paix de l'agence a été gagnée par les sacrifices de chacun, ce qui pousse un autre porteur à interroger Dan Yang-woo sur sa force cachée. Le regard de Seol-yang se durcit avec détermination. Elle déclare qu'elle ne sera plus la jeune dame d'une famille déchue, mais la nouvelle responsable de l'agence Anam. Elle se tourne vers Dan Yang-woo, une question dans les yeux, lui demandant s'il a quelque chose à dire sur sa décision. Il explique calmement que pour diriger l'agence, elle doit d'abord commencer en bas, comme porteuse. Sa réponse franche laisse Seo-yang et Yang Pyo complètement déconcertés. Mais elle prend ses mots à cœur, demandant avec empressement à Yang Pyo de lui apprendre à être la meilleure porteuse possible. Yang Pyo sourit en voyant combien elle a grandi. Mais à la tombée de la nuit, le danger rôde toujours dans l'ombre. Le corps de la Lune Rouge, une unité d'élite formée par la salle du Serpent Noir. Ce sont des maîtres de l'assassinat et de la discrétion. Leur véritable force ne réside pas seulement dans l'ombre. Ils agissent comme une entité unifiée, une machine à tuer coordonnée. Dans un éclair de feu, leur embuscade silencieuse débute. Le camp est plongé dans le chaos, les gardes tombant avant même de réagir. Même le puissant aîné de la famille Tang est neutralisé, réduit au silence. Et Seo-yang est capturé, sa nouvelle résolution brisée en un instant. Mais au milieu du chaos, Dan Yang-woo reste debout, le dos tourné au tombé. Il tourne son attention vers la forêt où la véritable menace rôde encore. Un seul œil rouge brille dans l'ombre, désormais fixé sur lui. Le leader du corps de la Lune Rouge rassemble ses hommes pour l'assaut final. Une vague d'énergie rouge signale leur préparation. Mais le regard de Dan Yang-woo reste fixé. Il sait où ils se cachent et les observe se rassembler. Leur discrétion est inutile contre ses sens. Le leader donne l'ordre d'attaquer à son signal. Mais avant même qu'il n'ait fini de compter, une main se pose sur son visage. Dan Yang-woo a déjà réduit la distance. Un prédateur silencieux dans la nuit. Et d'un seul coup de pied fulgurant, il fait s'effondrer le leader au sol. Les yeux de l'homme s'écarquillent d'incrédulité. Son plan s'effondre en un instant. Il ne peut que rester là, complètement paralysé par l'attaque inattendue. Mais même au sol, il donne le signal final à ses hommes d'attaquer. Ils doivent ne laisser aucun survivant, en commençant par leur cible la plus dangereuse, l'aîné de la famille Tang, Tang Oh-gwan. L'assassin se moque de lui, affirmant que les grenades de tonnerre appartiennent à la salle du Serpent Noir. Juste avant que sa lame ne tombe, Dan Yang-woo apparaît et bloque sans effort le coup fatal. Le leader rugit de fureur, se demandant pourquoi le guetteur qu'il pensait neutraliser est toujours debout. Le jeune membre Tang est stupéfait, incapable de comprendre comment il a échoué à sentir la présence du nouvel arrivant. Mais le regard de Dan Yang-woo est froid et implacable. Il identifie calmement les assassins, son corps crépitant d'une énergie bleue familière. Le leader réalise avec un choc que le porteur a d'une manière ou d'une autre entendu leur transmission sonore privée. Yang-woo l'informe que le corps de la Lune Rouge n'existe plus et qu'il est le seul restant. L'homme ne peut que fixer, en colère, exigeant de savoir quel genre de monstre il affronte. Mais Dan Yang-woo lui dit simplement qu'il est temps de rejoindre ses camarades tombés. Et d'un seul mouvement fluide, il libère son pouvoir. La forme du leader se dissout dans la lumière aveuglante, son grand plan se réduisant à néant. Et tout à coup, le dernier des assassins est complètement effacé de l'existence. L'aîné de la famille Tang et son neveu sont stupéfaits, réalisant que la forêt est désormais jonchée des corps de leurs attaquants. Jo Seo-yan demande ce qui s'est passé. Yang Pyo explique que c'était une embuscade désespérée. Elle panique en demandant si les autres porteurs vont bien. Yang Pyo la rassure, disant que seuls les ennemis ont été abattus. Il explique que Dan Yang-woo a géré la menace. Le regard de notre héros reste calme et stable. Seo-yan l'admire, réalisant qu'il a protégé encore une fois. Le jeune membre Tang reconsidère son évaluation, réalisant que Yang-woo n'est pas aussi miséricordieux qu'il le pensait. Et depuis sa charrette, Humain a y souri, le trouvant être un puzzle insoluble. Avec les dernières menaces éliminées, l'équipe d'escorte poursuit son voyage. L'équipe d'escorte fait son dernier effort, leur long et sanglant voyage touchant presque à sa fin. Ils atteignent enfin leur destination, la ville de Chengdu et du Sichuan. Les porteurs survivants peinent à contenir leur soulagement, rêvant déjà d'un verre bien mérité. Mais le regard d'Humain est fixé sur Jo Seo-yan, une question silencieuse dans les yeux. Elle demande à Seo-yan ce à quoi elle pense. Seo-yan semble préoccupée, rappelant à la femme qu'elle était censée se séparer d'eux avant leur arrivée. Mais Humain y sourit simplement, lui disant de ne pas s'inquiéter.
Son rejet décontracté n'apaise guère l'inquiétude de Xiao Yan. Yang Pio taquine Dan Yangwu, le prévenant qu'il va être très occupé une fois arrivé. Mais il se souvient rapidement que son nouvel ami ne comprend pas vraiment le concept de blague. Il explique qu'il y a une famille Son esprit se rappelle la demande finale et désespérée de son ami. Avec un nouvel objectif, il déclare qu'ils iront immédiatement au manoir. Et avec cela, l'agent Sanam Escort arrive enfin au grand domaine de la famille Tang du Sichuan. L'aîné est accueilli par ses hommes, ordonnant rapidement de sécuriser la précieuse cargaison. Les survivants de l'équipe d'escorte ne peuvent que regarder, stupéfaits par l'ampleur de l'endroit. L'aîné leur présente ensuite leur paiement, reconnaissant leur dur labeur. Il s'adresse formellement à Xiao Yan, nouvelle responsable de l'agence, un titre qu'elle accepte en silence. Elle tient le paiement, premier pas dans sa vie de leader. Ses yeux s'emplissent de larmes, reflet du poids de sa récente perte. Un souvenir douloureux de son foyer et de l'agence en flammes. Les visages de son frère et de son capitaine hantent ses pensées. Yang Pio lui offre des encouragements, lui disant que les choses s'arrangeront. Elle essuie une larme, trouvant un peu de force dans ses mots. Elle sait qu'elle doit être forte pour ceux qu'elle protège encore. Avec un sourire en larmes, elle le remercie pour son soutien. Ailleurs, un subordonné d'humain se lamente de leur échec à prendre les grenades de tonnerre. Mais elle lui dit d'oublier cela pour l'instant, sachant que leur clan apprendra bientôt l'existence des armes. Car le clan humain n'échoue jamais à obtenir ce qu'il vise. Elle déclare qu'en ce moment, la seule chose qu'elle désire le plus, c'est le mystérieux porteur, Dan Yangwu. Alors que l'aîné de la famille Tang les observe, Yang Pio rassemble les hommes, prêts pour leur prochain mouvement. Le regard de Dan Yangwu est fixé, sa mission désormais claire. Yang Pio lui rappelle le manoir Ak, le foyer de son ami tombé. Il décline poliment l'offre de l'aîné de rester, expliquant qu'il a des affaires avec notre héros. Mais Dan Yangwu est déjà parti, sautant dans le ciel sans un mot. Il atterrit gracieusement sur un toit voisin, ses yeux scrutant la ville à la recherche de la maison de la famille de son ami. Il concentre ses sens, scrutant la ville en contrebas. Il tente de se souvenir de la signature énergétique unique de son ami tombé, Ak-Seji, et ressent à travers la ville un faible mais familier flux de QI. Pendant ce temps, Yang Pio mène l'équipe fatiguée à une auberge pour la nuit. Tandis que les autres rêvent d'un bon bain chaud, Xiao Yan voit Yangwu et son mentor prêts à partir. Yang Pio lui dit qu'ils expliqueront tout à leur retour. Le regard de Dan Yangwu reste fixé, son esprit déjà sur la mission à venir. Il fait un simple geste rassurant à Xiao Yan, posant doucement une main sur sa tête. Elle est surprise par ce signe d'affection inattendu, se demandant ce que cela pourrait bien signifier. Une chaleur réconfortante se répand en elle, un sentiment qu'elle n'a pas connu depuis longtemps. Il lui fait une simple promesse qu'il reviendra. Et sur ce, lui et Yang Pio s'en vont dans les rues de la ville. Zhou Xiaoyan ne peut que les regarder disparaître dans la foule. Mais Yang Pio réalise soudain qu'ils ne sont pas seuls. Humain Ai les suit de près. Ses intentions restent un mystère. Yang Pio panique, réalisant qu'elle n'a aucune intention de revenir. Elle les suit aveuglément, sans même connaître leur destination. Fr. Mais Dan Yangwu dit simplement à son mentor que son rythme est trop lent. D'un geste doux, il prête sa force aux guerriers escortés en difficulté. Alors que Yang Pio ralentit pour surveiller leurs suiveurs, il est soudain envahi par une énergie inconnue. Fr. Et sur un mot de Dan Yangwu, il est propulsé en avant à une vitesse incroyable. Humain Ai ne peut que regarder, choqué, se demandant si le guerrier cachait sa véritable puissance. Les deux hommes deviennent des flous, courant sur les toits de la ville. Fr. Yang Pio se force à suivre, tandis que Dan Yangwu reste serein. Leur destination est un grand domaine sous la lune tranquille. Ils atterrissent silencieusement sur un toit voisin, leur voyage s'achevant. Ensemble, ils contemplent le manoir de la famille Ak. Fr. Yang Pio hoche la tête, prêt à aider son ami à tenir sa promesse. Mais Humain Ai et son subordonné peinent à suivre, laissés loin derrière. Ils arrivent enfin, son subordonné admettant qu'il avait du mal à suivre leur vitesse incroyable. Fr. Yang Pio s'approche de la porte, troublé par l'absence de garde. Les lourdes portes s'ouvrent juste assez pour révéler une fente de ténèbres. Un homme au visage sévère apparaît dans l'ouverture, son regard froid et peu accueillant. Fr. Son expression trahit une profonde suspicion, un avertissement silencieux pour les visiteurs. Dan Yangwu y voit une étrange ressemblance avec son ami tombé, Ak-Seji. L'homme les renvoie, mais Yang Pio insiste pour savoir s'il connaît ce nom. Fr. La simple question fait se tordre le visage de l'homme de choc et de rage. Il explose de fureur, exigeant de savoir pourquoi il le cherche. Yang Pio est stupéfait, se demandant pourquoi une question simple suscite une telle hostilité. Fr.
L'intention meurtrière de l'homme est si forte qu'elle écrase l'air des poumons de Yang Pio. Mais en un éclair, Dan Yang-woo réagit, arrêtant sans effort l'assaut de l'homme d'une seule main. Son expression est calme, presque désinvolte face à la menace. Fr. L'homme ne voit